Bonsoir et bienvenue à notre 8e mercredi découverte. Je me présente, Sarah Maranda-Gauvin, coordonnatrice des projets éphémères du Campus 1000, où je m'implique depuis 2016. Alors pour moi, les projets éphémères, c'est un lieu unique où on a la chance d'apprendre à notre rythme, où on côtoie une biodiversité tant animale que végétale. Cet oasis urbain est à la rencontre de plusieurs quartiers. Nous y cultivons une variété de plantes issues de partout dans le monde, ce qui ouvre une porte de partage entre les identités gastronomiques et culturelles de nos jardiniers. Avant de débuter la soirée, je rappelle que quelques-uns de nos partenaires ont des offres de bénévolat. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos opportunités, vous pouvez m'écrire à projetéphémère1000@gmail.com. L'adresse est écrite dans les commentaires. Je pourrai ensuite vous mettre en contact avec l'organisme approprié. Donc, je vous rappelle que le site des projets éphémères est réservé aux jardiniers et aux apiculteurs, étant donné la crise sanitaire. Donc, dès que la situation le permettra, nous allons réouvrir le site et vous inviter. Donc, je souhaite prendre le temps de reconnaître que les projets éphémères sont situés sur le site de l'Université de Montréal, qui est situé là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal. Traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. J'en profite aussi pour remercier Émir Chouchan et Marie-Ève Ouellette, mes collègues de l'Université de Montréal, qui travaillent dans l'ombre ce soir pour faire en sorte que cette soirée soit un succès sur vos écrans. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé espace urbain végétalisé. Nous avons parlé de projets éphémères, d'identité, puis aussi comment certains lieux imbriquent plusieurs couches de mémoire. Ce soir, c'est avec Amidou et Nancy que nous nous entretenons. Amidou, bonsoir. Nancy, bonsoir, Sarah. Amidou Abdoulaye Maïga est propriétaire d'Amidou Horticulture. Donc, Amidou est intéressé depuis toujours par l'agriculture, particulièrement l'horticulture et l'agriculture de proximité. Amidou a étudié à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe et a lancé son entreprise en 2017. Donc, il vous en dira plus ce soir. Nancy Pinson est fondatrice de l'entreprise Les Assaisonnements Épidore depuis 2015. C'est une passionnée de la nourriture. Et puis, en fait, c'est ça, ses produits. On en apprendra plus sur ses produits, sur son parcours tout au long de la soirée. Donc, avant de vous passer la parole, j'aimerais rappeler au public que les commentaires, les questions sont les bienvenus durant toute la conférence. Et puis, nous, on aura en fait plusieurs périodes de questions là, pour interagir avec vous ce soir. Donc, on va débuter cette soirée avec les origines d'Amidou. Amidou, à toi la parole. Bien, merci Sarah et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette conférence. Ce qui nous a amené, ma complice Nancy et moi, aujourd'hui ici, c'est de vous parler vraiment de la culture des légumes africains, de la manière de les faire pousser, la manière de les transformer, la manière de les faire déguster aux Africains, aux descendants d'Africains et aussi aux personnes qui, évidemment, seraient curieuses de découvrir ici au Québec cette culture. Pour les origines, moi, je suis originaire du Niger, une région d'Afrique de l'Ouest, dans un climat qui est assez sec, assez désertique. Et donc, l'agriculture se fait essentiellement au bord du fleuve Niger. Sur la diapositive suivante, vous voyez la photo du jardin, le petit jardin d'1 hectare sur lequel j'ai commencé à faire la culture de ces légumes-là. Sans aucune formation vraiment préalable, c'était les terres familiales, donc on a un peu appris avec les autres paysans, avec les voisins, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils cultivaient les différents légumes qu'ils arrivaient à vendre
sur les marchés locaux. Les techniques pour pouvoir arroser dans un climat qui est très aride sont diverses. Je vous ai mis sur cette diapositive une photo d'un système d'irrigation, par exemple, qui est le système d'irrigation qu'on appelle système californien, qui en fait est un système haute pression. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de tuyaux qui ont été enterrés, on ne les voit pas parce qu'ils sont enterrés, mais sur toute la superficie du champ. Et puis, à chacune des sorties de ces tuyaux-là, il y a un bouchon, ce qui permet, en ayant un bassin rempli d'eau, une fois que toutes les canalisations sont remplies, il suffit de boucher tous les autres tuyaux et puis d'en laisser un ouvert. Et puis celui qui est ouvert par la poussée de l'eau va arroser complètement cette zone-là. Donc, ça nous a permis d'essayer dans ce jardin, dans un endroit qui est totalement aride à 45 degrés pendant 6 à 8 mois de l'année, de pouvoir produire des arbres fruitiers. Et donc, en plus de ça, c'est qu'on introduisait des cultures maraîchères à l'intérieur des arbres fruitiers. Ça nous permettait à la fois d'avoir des cultures à 30 jours, 60 jours qu'on pouvait récolter et qu'on pouvait vendre au marché, subsister, en attendant que les arbres fruitiers qui prennent plus de 2-3 ans à être en pleine production, de pouvoir nous apporter les récoltes en pleine saison. Avec toute cette expérience, je me suis retrouvé au Québec en décembre 2008. Je suis arrivé ici, il faisait moins 13 degrés, c'était l'hiver. Finalement, c'était l'hiver le vrai parce que moi, chez moi, l'hiver, j'ai quitté le début du mois de décembre, il faisait 15 degrés et puis pour tout le monde, c'était l'hiver. J'ai eu à découvrir quel était le vrai hiver. J'ai décidé d'apprendre à m'intégrer dans ma société d'accueil et les écueils que j'ai rencontrés, les interrogations que je me suis posées, la première, c'était comment se fait-il que je ne trouve pas les légumes, les fruits que moi j'utilisais pour pouvoir faire mes recettes pour mes enfants quand j'étais au Niger. C'était ma première interrogation. Ensuite, je me suis retrouvé face à la non-reconnaissance de mes diplômes. Moi, j'avais un diplôme de comptabilité qui m'avait pris 5 ans à acquérir dans 2 pays d'Afrique. Et puis, ça a pris une trentaine de secondes à la préposée à l'immigration pour me dire que ce n'était pas valable et puis il fallait que je passe à autre chose, que je pense à autre chose. C'est ce qui était assez choquant pour quelqu'un qui arrive avec son bagage et puis c'est son diplôme et puis c'est son savoir qu'il essaye de venir pour mettre à profit pour sa société d'accueil. Donc, le fait de devoir éventuellement reprendre complètement 5 à 6 ans d'études en comptabilité et le fait qu'il y avait quand même cette interrogation par rapport à l'absence de légumes ethniques ici m'a amené aussi rapidement à me dire, bon, est-ce que je vais vers une nouvelle vocation? Est-ce que je vais vers la création de quelque chose qui répondrait à la fois à mon besoin de formation pour pouvoir m'intégrer dans ma société d'accueil et à la fois à répondre à ce besoin-là dont je me rendais compte, même quand j'allais dans les épiceries africaines, que j'ai rencontré d'autres Africains, je me rendais compte que je n'étais pas le seul à me poser ces questions-là. Sur la photo que vous voyez sur cette diapo-là, c'est écrit les produits ethniques. C'est quand je suis parti en France il y a quelques années, je me suis rendu compte que là-bas, il y avait des sections d'épicerie qui étaient vraiment destinées aux produits ethniques, où tu pouvais trouver des produits d'origine mexicaine, d'origine haïtienne, d'origine des îles, d'origine africaine, et que c'était vraiment considéré comme quelque chose de normal que à travers la culture, à travers l'art culinaire et les traditions des légumes, on arrive aussi à voir toute la diversité que représente un pays qui est des gens de toutes origines, des gens de toutes couleurs, des gens qui viennent de partout, qui mangent des goûts, des mets, des saveurs différentes. La réponse à ce questionnement, je l'ai trouvé en décidant de m'inscrire. J'ai pensé qu'il était important d'avoir une formation de base solide en horticulture avant de se lancer à essayer de produire des légumes. C'est donc ainsi que j'ai décidé de retourner aux études et que je me suis inscrit à l'Institut de technologie horticole littéraire de Saint-Hyacinthe.
pendant les 3 années de formation, depuis le premier jour, je suis arrivé avec mes semences, avec mes idées, avec on disait tout le temps, Afrique qui passe tout le temps des légumes ethniques, qui passe tout le temps des légumes africains. Mais j'ai commencé à utiliser tout ce qui était mis à ma disposition pour faire des tests à partir de la semence, à partir de boutures, à partir de toutes sortes de légumes africains que je peux trouver. L'idée étant d'essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable de produire ici. Qu'est-ce qu'on est capable de produire ici durant la saison chaude au Québec. Donc, c'est vraiment, moi, j'allais vraiment vers des légumes qui pouvaient être partis soit en serre, soit en pleine terre, mais récoltés dans la même saison pour que les personnes puissent voir les fruits de travail qu'ils ont, des fruits de travail qu'ils ont accomplis dans leur potager en se procurant nos légumes. Donc, c'est partant de cette idée-là que l'idée de la médo-horticulture est née. Au départ, c'était vraiment essayer de trouver des choses que moi je voulais, essayer de trouver des choses que la petite communauté et les gens qui étaient autour de moi voulaient. Et donc, c'est ça. Dans un premier temps, être sûr de savoir faire pousser tous les légumes, toutes sortes de légumes, et puis donc plus précisément les légumes africains. Ça, c'est au niveau des tests en serre, ça, c'est au niveau des tests durant les cours, mais évidemment aussi essayer de créer comme une littérature, des bases de données qui n'existaient pas. La plupart des légumes, à part certains, évidemment, la patate douce ou bien l'okra, où j'ai trouvé certaines informations, certaines documentations qui avaient été faites par d'autres étudiants, mais d'autres personnes qui s'étaient intéressées. C'était vraiment de documenter plus sur la culture de légumes qui sont vraiment comme endémiques en Afrique, qui parfois sont carrément même des mauvaises herbes qu'on fait juste, tu la ramasses et puis tu le cuisines, tu la ramasses, tu le laves et puis tu le cuisines. Essayer de faire connaître ça aux gens, leur montrer qu'il y a d'autres choses qui se font, que c'est possible ici au Québec, si tu as voyagé ou si tu es originaire d'un pays, de trouver un légume ou une herbe qui est exactement celle que tu veux avoir dans ta recette, qui serait vraiment le légume, l'herbe, le condiment qui est vraiment celui qui va donner le goût exact de ta recette, comme toi tu en as le souvenir. Fait que fort de ces deux à 3 années d'essai au niveau de l'ITA de Saint-Hyacinthe, j'ai eu la chance de faire des stages à Agriculture Canada et ensuite d'être engagé pour une entreprise qui faisait des légumes qu'on appelle des végétaux urbains. Fait qu'ils avaient vraiment une collection qui était très originale de toutes sortes de légumes différents. Et puis, grâce à eux, j'ai eu, en plus de 3 années à l'ITA, l'occasion de pouvoir tester ces légumes-là et de pouvoir commencer à aller sur le marché, les proposer. Et puis, à ma grande surprise, j'ai vu que l'engouement et le besoin étaient là. Fait que c'est ça, je pense que ça résume un peu la première partie de ce que moi j'avais envie de vous dire par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas si éventuellement il y a des questions tout de suite. Moi, j'ai des questions, Amidou. J'aimerais savoir, en fait, tu parlais que tu as fait ton stage sur une ferme. Ouais. C'était quelle ferme? C'était la pépinière Pouce Vert. Malheureusement, il n'existe plus. Mais c'était pépinière Pouce Vert, producteur de végétaux urbains, où j'ai eu la chance de côtoyer les deux copropriétaires, Benoît Champagne et Nicolas Desrosiers. Benoît qui était passionné des plantes depuis l'âge de 12 ans chez lui, faisait pousser des choses hallucinantes. Et puis Nicolas qui était vraiment quelqu'un qui avait ce sens de l'entreprise et puis de réunir les gens autour de lui pour un objectif commun. OK. Et puis, eux, ils ont terminé leur entreprise. Oui, pour diverses raisons. En fait, ils avaient plusieurs entreprises et puis, à un moment donné, ils ont décidé de se concentrer plus sur d'autres aspects de leur entreprise. Ils ont toujours gardé une collection aussi, mais ils ont réduit la quantité de parties pépinières ou de parties production en serre. OK. Et puis, tu parlais de mauvaises herbes africaines tantôt. C'est quoi les mauvaises herbes africaines? Comme on nous a appris à l'ITA, c'est une mauvaise herbe, c'est une herbe qui pousse là où tu ne veux pas qu'elle pousse. Parce que foncièrement, il n'y a pas une herbe qui est mauvaise.
pour moi, une mauvaise herbe, en tout cas, c'est ça, c'est quelque chose qui pousse énormément sans que tu aies besoin de l'arroser, sans que tu aies besoin de la semer, sans que tu aies besoin, c'est vraiment, tu sais, c'est les herbes qui sont indigènes à l'endroit. Et puis, donc, initialement, quand tu vis quelque part, la chèvre broute là où elle est attachée. Ça veut dire que si tu as un endroit, puis tu as plein d'herbes qui sont là, ben, tu commences par tester celle-là. Et puis, ben, s'il y en a certaines que tu trouves que le goût est intéressant, que l'odeur, que le mélange est intéressant, ben, ce sont ces herbes-là que tu finis par considérer ou bien par faire tes condiments principaux. Par exemple, tu vois, l'amarante, qui est une des plantes dont il y a le plus grand nombre de cultivars dans le monde entier, des rouges, des verts, des petits, on mange des grains, on mange des feuilles. Ben, tu vois, l'amarante, par exemple, plus en Afrique de l'Ouest ou au Niger, là où moi j'ai grandi, ben, c'est ce qu'on appelle l'épinard africain. Ça se mange comme des épinards, ça se mange soit frais, soit légèrement bouilli, soit légèrement cuit, soit mélangé avec, on fait une sorte de semoule avec une semoule de manioc qu'on mélange avec, avec la marante, par exemple, et puis ça fait un plat qui est le dembu, et puis qui est vraiment très apprécié de toutes les personnes, qui sont passées par le Niger et puis qui veulent se nourrir entre 10h et 11h du matin. Là, ça remplit bien le matin. OK. Bon, mais super. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions, je te laisserai continuer sur la fondation d'Amidou Horticulture. D'accord, merci Sarah. Donc, j'ai constaté le besoin. J'ai commencé à produire les légumes, j'ai eu les fiches, fait que j'ai commencé à maîtriser la production de ces légumes. Après, je me suis posé la question, OK, est-ce que les chiffres, est-ce que les faits, est-ce que les statistiques viennent corroborer ce que moi je sens et ce que je sens que les gens me disent autour de moi? C'est pour ça que cette diapositive-là, je vous ai montré des informations qu'on a trouvées de Statistique Canada qui montre, une des diapositives montre l'augmentation de la consommation de légumes per capita de certains légumes. Et dans cette slide-là, on voit bien, dans cette diapositive-là, on voit bien que certains légumes comme l'okra, par exemple, ont connu une grande augmentation. Ça, c'est au niveau du Canada. On constate aussi qu'il y a de plus en plus de personnes immigrantes qui viennent de ces continents-là qui consomment ces légumes-là. Ce qui implique pour nous aussi que ben, le besoin augmente, la quantité consommée augmente. Fait que ça peut être intéressant pour nous de penser à moyen long terme pouvoir établir une entreprise. Ensuite, pour le Québec, on a trouvé cette diapositive qui est beaucoup plus récente, qui est vraiment pour le Québec, parce que tantôt c'était le Canada. Et puis celle-là aussi nous vient encore nous confirmer que sur 3 ans, l'augmentation de la consommation des légumes africains ont augmenté. On voit notamment l'okra qui a connu vraiment une progression de 66% sur 3 ans. La courbe est de 2012 à 2015, fait que on peut penser que, vu les statistiques qu'on a vues au niveau du Canada, vu les statistiques qu'on a vues au niveau du Québec, cette courbe est quand même progressive. Donc, c'est encore en train d'augmenter. Et puis, j'aimerais bien fouiller et avoir bientôt les données pour les années jusqu'à 2019 pour pouvoir confirmer ça. Mais il semblerait qu'il y ait une tendance pour la consommation des légumes ethniques au Québec et au Canada. Donc, on a vu que ça se confirmait. On a vu que les gens en avaient besoin. On a su comment les produire. OK, maintenant, on a décidé, est-ce que ce ne serait pas judicieux donc pour nous de faire une entreprise pour la production de légumes ethniques? Tantôt, je vous disais que pour pouvoir aller chercher la connaissance en horticulture, je préfère aller m'inscrire dans une école pour pouvoir être sûr de savoir vraiment comment faire pousser les légumes en général, ensuite faire pousser mes légumes à moi. Dans la même démarche, quand j'ai décidé de partir cette entreprise, j'ai postulé pour un programme qui est le programme SAGE, qui est un programme de soutien aux jeunes entrepreneurs. Et donc, de l'année 2016 à 2017, semaine après semaine, je me suis déplacé au centre-ville de Montréal au programme SAGE pour suivre des cours, pour pouvoir monter mon plan d'affaires, pour pouvoir approfondir l'étude de marché, pour pouvoir savoir le mieux où se trouve ma clientèle, qu'est-ce qu'elles veulent. Et ensuite, durant la même année, on a travaillé un peu sur tout ce qui est vente commerciale. Donc, comment ensuite aller trouver des clients, comment leur présenter les produits
comment leur faire savoir qu'on existe. Au terme de ce travail de 1 an au sage et personnel pour pouvoir peaufiner et clarifier mon offre, on arrivait avec, comme vous le voyez sur cette diapositive, tout un ensemble de moyens d'atteindre les gens. Le site Internet a été mis au point. Ça a été vraiment un travail ardu, mais qui permet aux gens d'avoir l'information, de pouvoir savoir comment planter les légumes, de savoir qu'est-ce qu'on fait, de se tenir informé de où est-ce qu'on est et à quel endroit venir trouver ces légumes. Ça nous a permis aussi de mettre au point tout un système visuel, comme vous voyez, de fiches identificatrices sur certains sur les principaux légumes que nous on produit, ce qui a permis évidemment aux gens, même quand ils viennent sur le marché, quand on avait la chance d'être sur plus de foires que cette année, de pouvoir eux-mêmes répondre à une certaine partie de leurs questions en regardant les fiches, en regardant l'information et en venant chercher éventuellement le complément d'information auprès de nous. Là, sur ces mêmes photos, ça me permet de vous parler un peu des légumes que nous produisons à Midword Culture. Fait que, ici, vous voyez que dans le cucurbitacé, on a un concombre qui a suscité beaucoup d'interrogations, qui est le concombre kiwano, originaire plus de l'Afrique australe, qui est un concombre cornu. C'est vraiment un concombre immense qui a la taille d'un concombre de champ et puis qui a littéralement des énormes pics autour. Et puis, les gens le plantent en fait durant la saison des pluies, un peu sur le chemin du champ. Et puis, quand ils le sèment, après, ils ne s'en occupent plus. Le temps passe, les gens sèment leurs affaires. Et puis, en Afrique australe, comme dans beaucoup de régions désertiques, on a plus on avance vers la période de la récolte, plus il fait chaud et plus on a soif. Et puis donc, ce concombre kiwano qui se trouve sur le chemin qu'on a planté près des arbres, à l'ombre des arbres sur le chemin du champ, sont prêts. Et puis, les paysans qui se dirigent vers leur champ peuvent récolter ce concombre-là. Et donc, ça va permettre d'avoir de l'eau, parce qu'il était vraiment très gorgé en eau. Puis, il avait aussi un goût qui est succulent. Un concombre qui est vraiment très surprenant au niveau du goût, parce que oui, il goûte la chair de concombre, mais il a comme un léger goût, moi je trouve qu'il est proche du kiwi ou du fruit de la passion. Sur ces diapositives, vous voyez aussi, par exemple, le plant d'arachide dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé pour Midword Culture. On m'a appris pendant quelques années l'homme qui plantait des arachides. C'est vraiment pas la chose que je fais principalement, mais effectivement, on produit des plants d'arachides et puis les gens sont souvent surpris d'avoir qu'on puisse faire pousser des arachides au Québec. Et puis, la deuxième surprise qu'ils ont la plupart du temps, c'est de savoir que les arachides poussent sous la terre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment une fleur qui est fécondée, qui donne un fruit. Et ce fruit tombe sous la terre, la plante continue de l'alimenter. Et donc, va former au fur et à mesure que ces fleurs sont formées, tombent et font des fruits, tu vas avoir de plus en plus d'arachides. Ce qui fait qu'à la fin de ta saison de culture, un peu comme les pommes de terre, la comparaison s'arrête vraiment là, ce n'est pas la même famille de plantes. La pomme de terre, c'est une solanacée. L'arachide, c'est une légumineuse. Donc, un peu comme la pomme de terre, en fin de saison, il faut arracher le plant d'arachide pour avoir la grappe de fruits qui se trouve en dessous. Quand je l'arrache comme ça, quand les fleurs commencent à sécher, je l'arrache. Les feuilles, commencent à sécher, je l'arrache, je veux juste l'accrocher dans un endroit ou dans ma maison, un endroit sec. Puis, mes arachides sont là et puis ils sont conservés par la coquille qu'il y a autour. J'aimerais prendre quand même 2 minutes pour parler de l'aubergine africaine aussi. Sur la photo qu'on voit en bas de cette diapositive, on voit qu'il y a différentes couleurs. Ça peut être différentes couleurs parce que ce sont différentes sortes d'aubergines africaines. Il existe des dizaines et des dizaines de sortes d'aubergines africaines en Afrique en fonction de si c'est en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe. En fonction du climat, ce n'est pas le même type d'aubergine africaine. D'ailleurs, il y a certaines sortes d'aubergines africaines dont, dans certaines régions, c'est uniquement les feuilles qui se mangent parce qu'elles produisent des feuilles très rapidement en abondance qui sont super grasses, un peu comme des feuilles d'épinards une fois de plus. Il y a beaucoup d'épinards, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on appelle épinards africains. Quand tu fais la recherche botanique, tu te rends compte que ça se mange comme un épinard, mais ce n'est pas l'épinard là chez nous, produit que nous on connaît ici.
Donc, l'aubergine africaine, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que, oui, aussi, le changement de couleur peut être juste dû au fait qu'à différents stades de maturité, la même aubergine africaine peut avoir plusieurs couleurs. À Midor Culture, par exemple, nous, on a le cultivar Ndrowicia qu'on appelle aubergine blanche, mais qui est une aubergine qui, oui, elle est blanche, elle a une couleur ivoire au début de sa maturité. Et puis, plus elle va vers la maturité, plus elle devient de plus en plus jaune. Et puis, donc, vers la fin, elle devient orange, un peu comme la majorité des aubergines africaines. Je peux aussi ajouter que les aubergines africaines, comme hier, j'ai rencontré Toby Saint-Marc et l'équipe de Sentiers urbains qui sont venus visiter la serre, et puis qui me faisaient remarquer que les aubergines africaines, c'est les seuls légumes qu'on trouve difficilement ici, en fait, ailleurs qu'en milieu de culture. C'est pas vrai, tantôt je vais vous parler des nouveaux qui sont en train de faire émergence dans la production de légumes africains, mais c'est vraiment celles qu'on trouve vraiment plus chez les Africains, c'est parce que justement, celles-là, ce sont vraiment des plantes qui sont depuis des centaines d'années en Afrique, cultivées en Afrique. Quand on parle de l'okra, quand on parle de certaines autres choses, on peut trouver leur origine ou leur présence dans différentes cultures. Et puis, on peut imaginer qu'à un certain moment de l'histoire, ce sont des voyageurs, ce sont soit des voyageurs africains qui sont partis, qui sont revenus, soit dans les villes caravanières où les gens qui venaient un peu plus du nord de l'Afrique rencontraient les gens qui venaient un peu plus de l'ouest de l'Afrique. Donc, là où les échanges se faisaient dans les grandes villes caravanières comme Tombouctou ou comme Djenné, où tu pouvais échanger du sel, comme des dates, il y avait aussi des gens qui amenaient des plants et des semences qui se sont retrouvées, notamment des semences d'épices qui se sont retrouvées en Afrique et puis qui sont devenues de facto des cultures qui rentrent dans la culture ethnique de ces régions-là. Quand ça fait plus d'une centaine d'années que vous cultivez ça dans votre région, c'est devenu votre légume. Moi, c'est comme ça que moi je vois ça. Dans les autres légumes qu'on a, je vais vous parler de ceux qu'on a qui ne sont pas des légumes. Le baobab, notamment, qui pose aussi beaucoup d'interrogations, mais que les gens aiment beaucoup acheter, essayer. J'ai beaucoup de gens qui l'achètent, qui l'essayent parce qu'ils veulent faire des bonsaïs avec. Mais par contre, en Afrique, nous, on mange les feuilles du baobab. On fait une excellente sauce feuille avec, vraiment, ça s'appelle sauce feuille de baobab, qui est vraiment, vraiment super bonne à déguster. Bon, malheureusement, comme je dis souvent ici, il est assez difficile de faire de la sauce feuille de baobab parce que ça te prendrait une dizaine de baobabs que tu devrais faire pousser pendant 5 à 10 ans. Donc, si vous achetez des baobabs avec un milieu d'horticulture, c'est pour, comme on dit, c'est pour avoir le plaisir d'avoir une légende dans votre salon et puis de voir pousser cette plante qui est assez curieuse à voir pousser et puis qui a vraiment l'aspect d'avoir les racines en l'air et puis les branches sous le sol. L'autre plante aussi, c'est ça qui est non comestible qu'on fait, c'est le coton. Le coton qu'on fait, nous, on a du coton à feuilles rouges et puis le coton qu'on fait vraiment on essaie vraiment de l'avoir comme pour montrer aux gens et notamment aux jeunes. Il y a beaucoup de gens dans des écoles qui s'en procurent pour pouvoir montrer aux jeunes, les habits que tu portes viennent du tissu. Le tissu peut venir d'un végétal. Donc, de faire pousser le coton jusqu'au bout. Et puis, une fois de plus, avec les plants de coton que vous achetez chez nous à Midor Culture, vous êtes sûr de pouvoir avoir une récolte de coton avant que ça gèle. Ce qui permet de faire le processus d'avoir la plante de la mise en terre jusqu'à aller chercher la boule de coton qui va pouvoir être tissée pour pouvoir éventuellement faire un petit ouvrage de tissu, mais une fois de plus, comme pour le baobab, ça prend beaucoup de boules de coton pour faire un boubou en coton. J'en ai parlé rapidement tantôt, mais l'okra, c'est une des plantes que nous, on a remarqué depuis le début qui marche vraiment, vraiment bien dans les conditions ici au Québec. Que ce soit parti en serre avant d'être repiqué dans le champ, ou alors que ce soit parti directement en plein sol dès que le sol est bien réchauffé pour avoir une récolte un peu plus tardive. L'okra, il se prête bien à la culture ici au Québec.
Il pousse rapidement et quand il a commencé sa production, il produit vraiment régulièrement. Nous, on récolte au moins à chaque semaine sur nos plants d'okra, sinon les fruits sont devenus trop gros. La plupart des gens préfèrent les okras quand le fruit est petit parce que il y a moins de filaments dans le fruit, fait que il est beaucoup plus tendre. Par contre, on a remarqué que nous, on a un cultivar qui est l'okra orange qu'on essaye. Puis ben, l'okra orange, peut-être parce que génétiquement, son fruit est déjà appelé à être beaucoup plus gros que l'okra classique qu'on utilise. L'okra orange, même à une certaine taille, il reste non filamenteux. Le fruit reste tendre. Donc, c'est ça. Nous, on fait de l'okra et puis, comme on essaie toujours de montrer aux gens qu'il y a des choses, même celles qu'ils ont habituellement, que ça peut avoir un aspect différent. On a des okras rouges, on a des okras qui sont beaucoup plus bombés, on a des okras oranges et puis, ça, on a différentes couleurs et cultivars d'okra. L'okra, c'est le gombo, c'est le kalalou, on appelle ça laden finger dans certaines cultures. C'est vraiment mangé un peu sur, sur les quatre coins du monde. C'est d'ailleurs l'ingrédient principal de la sauce gumbo, qui est celle de la Nouvelle-Orléans. C'est ça, ça fait un peu le tour de ce qu'on fait. On a plus d'une centaine de variétés, fait que je ne peux pas vraiment toutes les citer, mais si vous avez des questions ou sur des variétés spécifiques ou plus sur ce que je viens de vous dire, ça me fera plaisir. Merci, Amidou. C'est très intéressant. D'ailleurs, on avait une question du public, je crois, déjà. Nathalie Thibodeau qui demande est-ce que de cette arachide, on peut repartir nos semis pour une nouvelle récolte? C'est une très bonne question. La majorité de nos plants, dont l'arachide, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que quand tu as fini ta saison d'arachide et puis que tu récoltes ton plant, parce que souvent, c'est ça, les gens me posent souvent la question, est-ce que je peux le garder sur plusieurs années? Non, parce qu'il faut que tu arraches le plant pour pouvoir enlever tes arachides. Mais oui, tu peux garder quelques grains que tu fais sécher, tu le laisses dans la coquille. La coquille, je te dis, elle a été faite par la nature pour protéger ton arachide dans les meilleures conditions. Donc, tu peux garder quelques semences d'arachide et puis le printemps prochain, les mettre en terre dans un sol léger, mais le terreau à semis qu'on trouve ici classiquement marche très bien pour ça. Super. Amidou, tantôt, tu as dit que le baobab est reconnu pour avoir les racines à l'air et les branches sous le sol. Pourquoi? Oui, ben en fait, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais l'apparence d'avoir les racines à l'air et les branches sur le sol, parce que c'est pas vrai, c'est juste une apparence, ben, ça vient souvent, en fait, ça vient de l'image classique. Je pense que si tu mets sur Google Baobab, ils vont te montrer Baobab allé à Madagascar, et puis Baobab allé qui est le Adanciona madagascarensis, qui est vraiment le Baobab de Madagascar. Il a vraiment cette particularité avoir un immense branchage qui, pendant la saison défavorable, perd complètement ses feuilles. Tu as l'impression que c'est un arbre qu'on a planté à l'envers. OK. Et puis, OK, Nathalie continue. Ici, au potager, on a ce qu'on appelle du compagnonnage. Est-ce la même chose pour ces cultures? Oui. En fait, il y a énormément de compagnonnage qui se fait. Tantôt, il y a un compagnonnage sur l'espace, comme j'en parlais pour les légumes que moi je faisais pousser dans mon jardin en Afrique, comme genre un peu de l'agroforesterie en compagnonnage. Ça, c'est une forme de compagnonnage. C'est-à-dire que tu mets des plantes qui vont pousser plus long, qui vont mettre plus de temps à arriver à maturité ou en production, avec des plantes qui vont mettre moins de temps, mais en utilisant la même quantité d'eau. Et puis, les racines des plantes qui sont un peu plus grandes vont permettre de conserver cette eau-là autour. Ça va permettre d'avoir plus d'eau. Mais au niveau aussi de, pardon, au niveau aussi des familles de plantes, tu vois, l'arachide, par exemple, c'est une légumineuse. Donc, ça a tendance à fixer l'azote du sol. Fait que si tu fais une plantation d'arachide et puis que là-dedans, tu mets des plantes qui sont assez exigeantes en azote, comme par exemple, il y a beaucoup de courges que nous, on consomme en Afrique, ici, on appelle ça courge d'automne, mais là-bas, il n'y a pas d'automne. C'est l'équivalent. C'est vraiment des courges que tu laisses pousser pendant toute la saison et puis qui accumulent vraiment la réserve, qui pendant toute la saison sèche et défavorable, vont être utilisées, vont être déposées et puis utilisées au besoin.
Donc oui, en fonction de la famille des plantes, en fonction du port de la plante, s'il est plus court, s'il est plus érigé, s'il a besoin d'un peu plus d'ombre, c'est vraiment important de pouvoir mélanger ces cultures-là pour que l'une et l'autre s'entraident pour avoir chacune un rendement plus intéressant. Est-ce que tu as un exemple de compagnonnage? Oh, ben, l'exemple que moi j'ai de compagnonnage qui me vient tout de suite, c'est le sorgho, le mil ou le maïs, c'est-à-dire que tout ce qu'on a comme céréales, ben, par exemple, à l'intérieur, on plante souvent des semis de cucurbitacées. Certains plants de concombre grimpants qui, eux, justement, vont se servir de la tige de la céréale pour pouvoir grimper et donc ne pas traîner au sol parce que dans des endroits chauds et secs, il y a énormément d'insectes. Tout ce qui traîne au sol comme fruit qui est un peu blessé ou quoi que ce soit, ben, ça se fait beaucoup manger. Ça permet d'avoir un port un peu plus élevé. Puis ben, tu peux compléter ça par une légumineuse. Bon, je parlais de l'arachide tantôt, mais ce que nous, on utilise souvent, c'est le niébé. Niébé, dunguri, black eyed peas, on appelle ça vigna inguiculata. C'est une sorte de haricot super long. Le niébé sert à couvrir le sol, à garder l'humidité du sol pour que ça s'assèche moins vite. Et c'est une légumineuse, fait que ça fixe l'azote du sol pour donner plus d'azote à des plantes comme les céréales qui ont une croissance longue et qui ont énormément besoin d'azote pendant cette longue croissance. Ce qui est encore plus intéressant avec le niébé, c'est que lorsque on récolte les fruits pour la consommation humaine, ben, on peut garder les feuilles sur les plants et puis revenir plus tard dans la saison sèche. C'est une excellente nourriture pour le bétail. Ils adorent ça, les feuilles de niébé. Fait que tu protèges tes plantes, tu fais ton compagnonnage, tu manges les fruits et puis tu peux récupérer les feuilles après pour nourrir ton bétail. OK, wow. Ouais, c'est pas pire. On avait parlé de l'aubergine africaine qu'il y a plusieurs plantes qui se mangent à différents taux de maturité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Ben, la raison, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas de frigidaire là, traditionnellement, là, il n'y en a pas de frigidaire en Afrique. Là, fait que, il faut savoir, quand tu récoltes le plant, c'est à chaque stade, comment est-ce que tu peux le consommer, que tu ne peux pas l'empêcher de continuer à mûrir, mais quand tu continues à mûrir, le manger à d'autres stades. Pour l'aubergine africaine, la plupart du temps, quand elle est encore blanche ou jaune, ça dépend du cultivar, évidemment. Ben, on le mélange plus dans des sortes de sauces qui sont un peu plus comme des ratatouilles. Ça te fait de la consistance en légumes, tu mélanges avec des choux, tu mélanges avec quelque chose qui fait que ben, au niveau de ta texture et puis au niveau de ce que tu te mets dans le ventre, ça remplit bien. Puis donc, en rajoutant les épices, les condiments, le petit jus, la petite sauce qui vient avec là, là, tu vas vraiment chercher comme un mélange de goût et de texture. Tu peux rajouter avec des céréales, avec du riz. Plus l'aubergine africaine mûrit, plus elle développe ses arômes, mais en particulier une certaine amertume. Et d'ailleurs, cette amertume-là est vraiment ce que les Africains aiment, la majorité des Africains aiment dans l'aubergine africaine. Et là, ça rentre comme vedette dans le plat, comme par exemple dans un plat de tchéboudienne, tu vas avoir tous les légumes qui vont être cuits, mais tu vois, quand ils vont te déposer le plat, tu vas avoir ta carotte qui a son petit goût de carotte, la patate douce qui va amener ta petite touche un peu plus sucrée, puis ben, ton aubergine qui justement a cette petite touche amère, différente, qui permet un peu d'équilibrer les goûts dans le plat, et puis qui permet en fait à chaque bouchée de pouvoir dire que je mets un tiers de ceci, je mets 2 tiers de ça, je mets un autre bout de ça, et puis faire tes petits essais à chaque bouchée pour pouvoir aller chercher ce que toi tu préfères. Donc c'est ça, c'est vraiment différent à chaque goût, à chaque stade de maturité, la texture et le goût sont vraiment différents. Et donc, tu les mets dans les plats qui mettent de plus en valeur soit cette texture, soit ce goût de plus en plus amer et prononcé. OK, c'est intéressant. On a planté des aubergines africaines pour la première fois au jardin. Puis justement, les jardiniers dernièrement, ils me disaient qu'ils la préféraient blanche. Ouais. Donc, et ça, vas-y. Ben, juste parce qu'ils ne savaient pas comment gérer l'amertume de la rouge. C'est exactement ça. En fait, même pour aller même plus loin,
d'un village à l'autre, bien d'une région à l'autre, il y en a qui ne jurent que par la blanche, et puis qui l'accueillent blanche, et puis qu'ils ne veulent rien savoir de quand elle est, quand elle est orange, et des autres qui l'adorent orange, et puis qui veulent la orange, et puis qu'ils ne comprennent pas pourquoi les gens ils la mangent blanche. C'est vraiment, j'imagine que ça dépend de la première personne dans cette culture, dans cette tradition-là, qui a commencé à faire ce plat et la recette, et que ben, par la suite, les autres qui arrivent, c'est la sauce de ta mère qui était la meilleure ou de ta grand-mère qui était la meilleure. Fait que ça ne se discute pas, là, c'est le goût de ton enfant, c'est ça que tu recherches. Donc, je connais je connais cette discussion. Ils ont tous raison. Il faut juste savoir la prêter selon le goût qu'on veut. Quant à l'amertume, moi, ce que je conseille aux gens, et puis ça marche bien, c'est souvent de le faire dégorger dans une eau saline, tu mets du sel. Juste un peu. Ça permet de faire baisser l'amertume. Moi, je fais ça notamment quand je fais mes légumes grillés sur le barbecue, mes aubergines grillées sur le barbecue. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, Nancy, est-ce que tu avais une question, toi? Moi, non. Ça va? Alors, peut-être qu'on passerait à notre prochain sujet qui était la nouvelle génération, justement. Oui, la nouvelle génération, ben, c'est ça. J'ai pensé que c'était important en préambule la présentation de Nancy, qui selon moi, vraiment, ils font partie de ce qu'on essaye de faire et de ce qu'on essaye de promouvoir ici. Ben, je vais parler de ça, vous pourrez aller les voir sur les sites, les jardins La Cour, le jardin d'Éden, qui font plus de légumes africains, l'Orisienne et les jardins épicés qui sont plus dans les légumes asiatiques et d'Amérique du Sud. Mais surtout, aujourd'hui, je tenais à vous présenter Nancy, ses assaisonnements Épidore, qui, en plus de faire de superbes recettes et plats originaires de chez elle, s'intéresse à la production de légumes pour pouvoir mettre dans ses créations. Nancy, je voudrais que tu te présentes. Alors, merci Amidou, merci Sarah. Je me présente, je suis Nancy Pinson, la fondatrice des assaisonnements Épidore. Je vais vous raconter mon parcours, pas aussi aventureux que celui d'Amidou, parce que je suis arrivée, issue premièrement haïtienne de naissance et issue d'une famille monoparentale. Moi, je suis arrivée très, très jeune au Québec au mois de novembre. Amidou, c'était dans la neige. Moi, c'était pas dans la neige, c'était dans un froid glacial quand même, assez saisissant. Et ce que j'ai remarqué très vite, on devait, ma sœur et moi, s'habituer au rythme effréné du Québec et aussi de la température. J'ai fait toutes mes classes ici à ce niveau-là, donc jusqu'à aller au marché du travail. Suite à ça, j'ai toujours travaillé au niveau du service à la clientèle, ce qui m'a permis d'être coordonnatrice pendant plusieurs années pour une compagnie privée. Et ça m'a permis aussi en même temps de développer plusieurs facettes de moi-même que je ne connaissais pas à partir de la gestion d'employés et développer certains outils pour faciliter la tâche de mes abonnés. Ensuite, j'ai dû faire face à une perte d'emploi. Alors, c'est sûr, j'étais sans dessus-dessous et étant quelqu'un qui aime recevoir. Donc, je suis toujours dans ma cuisine en train de réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire. Je ne voulais pas retourner sur le marché du travail. Je voulais peut-être trouver quelque chose que je pouvais créer. Je pensais avoir assez les outils durant toutes mes années d'expérience et à mettre en application. Et c'est dans ma cuisine, pendant que j'étais en train de rêvasser, que j'étais en train de faire des marinades, comme à chaque dimanche. Et
je pensais, je disais, Seigneur, si tu pouvais me donner quelque chose qui pourrait me permettre de partir en affaires et d'aller même jusqu'à l'international. Et c'est de là que mon mari est descendu, il dit, c'est ça. Et j'ai dit, c'est ça quoi? Il m'a dit, la marinade, elle est parfaite. J'ai dit, bon, d'ici là, à la découverte de l'audace, j'ai dit, je vais partir prendre un cours en lancement d'entreprise pour m'assurer d'avoir tous les bagages, les outils nécessaires. Et c'est en 2015 que les assaisonnements Épidore ont été créés. Comment j'ai commencé? Donc, j'ai commencé par des petits marchés. Alors, les petits marchés de quartier qui étaient vraiment prôné très local et je faisais déguster mon produit et de fil en aiguille, je voyais ma clientèle augmenter, j'écoutais les commentaires des gens et même eux me donnaient du feedback au niveau, vous savez, je le mettais dans plusieurs types de mets. Et ensuite de ça, j'ai été approchée pour faire Montréal en lumière vers 2016-2017. Et de Montréal en lumière, c'était un événement qui était quand même assez, pour moi, prestigieux. Et nous avons dû donner des dégustations pour environ 2000 personnes pendant 2 jours. Disons, l'attente des gens était vraiment très... ça m'a ému de voir à quel point que mes produits partaient assez rapidement à ce niveau-là. Et donc, j'ai vu l'engouement, j'ai senti le besoin de le pousser encore plus loin. Ce qui a trait à faire... par rapport aux produits, donc, excusez-moi, il y avait aussi, si on connaît le chef Jean-François Plante, qui, dans Montréal en lumière, a utilisé mes produits. Oui, lui, il est propriétaire du restaurant Bistrot de l'Aromate et il a fait un pavé de saumon. Et ce qu'il avait dit comme commentaire, c'était un must à avoir dans son réfrigérateur les assaisonnements Épidore, ce qui m'a touché au plus haut point. C'est vrai, j'en ai et puis c'est très bon. Excuse-moi, continue, Nancy. Merci. Alors, ce qui a trait à mes produits, ce que j'ai fait, je vous en ai apporté pour pouvoir en parler un petit peu. On retrouve celui-là qui s'appelle 1001 feuilles doux. Le doux, l'ingrédient principal, c'est le persil. Le persil, j'utilise le persil italien, donc que Amidou fait pousser pour moi. Et pourquoi le persil? Le persil, étant haïtienne, c'est un ingrédient incontournable pour nous. On le met dans tout, le persil. Et c'est pour ça que je l'utilise, et autant pour la décoration, hein, quand on fait des plats et qu'on veut bien présenter ça. Donc, c'est une feuille qui s'étale bien et qui donne un panache au plat. Et c'est pour ça que je le retrouve, pour son goût, son aromate, qu'il est l'essentiel à mon produit, les 1001 feuilles doux. Dans le doux, on retrouve aussi le fort. J'ai un petit peu de misère. Alors, qu'on retrouve le fort. Donc, c'est le mélange 1000 feuilles, mais le fort, c'est ça? C'est ça. 1001 feuilles, le fort, pour ceux qui aiment un petit peu plus pimenté. Comme moi. Exactement. Et on a l'ail des îles. Oups. Je vais t'interrompre juste une seconde. Moi, l'ail des îles, ça a changé ma vie, Nancy, parce que moi, l'ail des îles, depuis ça, j'achète plus, je garde plus de gousses d'ail, je fais juste prendre une cuillerée, je rajoute ça à n'importe quel mélange marinade, et puis ça me prend beaucoup moins de temps. Continue. Ben, c'est exactement pour ça, parce qu'il y a des gens, j'ai pensé comme moi-même, c'est sûr que je suis la première cobaye. Pourquoi je l'ai fait de cette façon-là? Il y a des gens qui arrivent pas à tout digérer l'ail en tant que tel. Et
le mettre en purée, ça te permet de le mariner dans ta viande, de l'ajouter dans ta soupe, de le mettre dans ton riz et ça s'estompe. Donc, le goût prononcé aussi intense de l'ail vient accentuer. Alors, tu as en même temps les bienfaits de l'ail sans pour autant avoir le goût de l'ail qui s'impose dans tes produits. Et on connaît aussi l'ail étant au niveau santé un antioxydant incontournable. Donc, en même temps, on joint l'utile à l'agréable pour la santé. Quelques années plus tard, si vous voyez dans la photo, on voit le piment en pot, c'est l'étiquette rouge. Donc, quand j'ai débuté, j'ai lancé le piment je dirais en 2017 dans un festival à Saguenay, qui avait un festival qu'on appelle le Festival de Piment Fort. C'était le premier festival qu'il y avait eu. Et moi, mon piment, on ne ressent pas au niveau de la teneur, haute teneur, au niveau de la force, pour dire que c'est très, très fort. Il est fort, mais en même temps, il amène un goût plus subtil et plus goûteux. Ça a été très braisé au festival, bien ouvert, les gens étaient pris, mais ils avaient un petit doute. Ils se demandaient quoi faire avec. Et c'est avec le temps que j'ai décidé de le sortir, on voit mes petits bébés, le sortir en bouteille. Parce que je me disais, en fait compte, c'est du piment. Je l'avais en pâte et maintenant je le mets en sauce. Donc, les gens automatiquement savent à quoi ça sert et le mettent dans leur plat. Alors, j'avais créé l'original. J'ai pu en faire aussi au curry et vous retrouver à moutarde. Donc, mon piment que j'utilise, c'est une sorte d'habanero que Amidou fait pousser pour moi et c'est vraiment de très, très... c'est le piment que j'adore et ça va m'amener aussi à faire avec Amidou qu'on est en train de travailler pour d'autres sortes qui vont sortir avec différents autres piments qu'on est en train de convoiter. La proximité, ce que je voulais en sortir par rapport à la proximité, on regarde que les gens, ils ont l'engouement. Autant au niveau, nous, les ethniques, et autant au niveau de la diversité. Donc, les Québécois sont de plus en plus à la recherche de diversité. Ils veulent connaître d'autres ingrédients, ils veulent goûter. Alors, on sent l'engouement à ce niveau-là qui fait que j'aimerais que nos produits soient encore plus dans le sens de la proximité plus près. Alors, si on peut le retrouver au Maxi, on peut les retrouver dans le métro, au coin de chez nous et non obligé d'aller dans les magasins très spécialisés que nous avons, qui sont des magasins antillais ou des magasins africains. Entre autres ça, mais aussi dans les autres magasins parce que ils sont en demande et en hausse à ce niveau. Et si on passe à l'autre diaporama. Alors, j'ai fait l'acquisition suite à un engouement et une augmentation de ma demande. J'ai fait l'acquisition de ma propre cuisine de production pour me permettre une latitude à ce niveau-là pour produire de plus en plus et diversifier mes produits. Place pour les entrepreneurs en agroalimentaire, oui. Oui, il y a de la place. Oui, on voit l'augmentation. Oui, on la ressent. Et je pense que de plus en plus qu'on aura de la diversité, de plus en plus au niveau local, on aura les gens n'auront plus besoin d'aller chercher ailleurs parce qu'on va pouvoir produire ici ce que on utilisait d'ailleurs. Ça serait un souhait qu'on va travailler pour ça. Yes. Oui. Alors, où trouver mes produits? On retrouve mes produits sur mon site internet www.epidor.com.
pardon, et on retrouve dans les magasins le Palais de l'épicerie fine qui est à Laval, au quartier 1030 qui est à Brossard et aussi sur Amazon.ca. Je développe présentement pour avoir de plus en plus de points de vente pour que ça soit accessible à tous à ce niveau-là, mais aussi pour mes gens de Montréal et dans les environs, je fais la livraison personnalisée. Alors, pour le prochain diaporama. En fait, je pense qu'on doit retourner en arrière. Est-ce que tu voulais nous parler des aliments d'ici? Ben, c'est ça. On était rendu peut-être dans les aliments du Québec. Pourquoi mes produits sont Aliments du Québec? Alors, Aliments du Québec, on sait que c'est une marque incontournable. Tout le monde connaît les aliments du Québec. Donc, pour moi, c'était important de faire reconnaître mes produits étant faits ici et aussi que je les produis. C'est pour laquelle que je me suis aventurée à aller chercher à Amidou suite à une conférence qu'il donnait à la radio et j'ai voulu pousser ça plus loin pour avoir mes produits vraiment qui sont d'ici. Alors, je peux dire oui, et on me voit aussi des fois dans les champs. Oui. Donc, la certification Aliments Québec, effectivement, mes produits sont d'ici. Et si on sait selon les statistiques, 9 personnes sur 10 reconnaissent le logo d'Aliments Québec et 67% des parts des Québécois prennent toujours souvent en compte le logo de certification d'Aliments Québec et 48% des consommateurs déclarent être prêts à payer plus cher pour la certification d'Aliments Québec. Maintenant, où trouver les produits locaux, ethniques, on les voit grâce à, entre autres, Amidou, Jardin Lacou, Jardin Edem et Raizen, qui ont leurs points de chute, différents points de chute pour justement aider les gens à avoir accès plus facilement à les produits locaux ethniques. Merci Nancy, super intéressant comme parcours. Et merci de nous avoir présenté tes produits. Ça donne faim. Oui. Donc c'est en fait, vous, c'est ça. Peux-tu nous en dire plus sur votre rencontre? Est-ce que quand tu as entendu l'émission de radio avec Amidou, tu avais en tête d'aller travailler dans les champs? Tu avais en tête d'aller rejoindre, d'aller faire pousser tes propres légumes? Ben, au début, je sais que le fait que mes produits étaient certifiés Aliments Québec, j'avais quelques maraîchers et tout ça, disons que je voulais pousser encore plus loin. Et j'avais déjà ça en tête, mais ne savant pas par où aller ou vers qui me retourner. C'est comme ça que je suis tombée sur une émission que Amidou donnait à Radio-Canada avec était interviewée. Et là, j'ai dit oui. Je veux le rencontrer. Tout de suite, j'ai été sur Google, fait des recherches et tout ça. Et quelques jours plus tard, je l'appelle, je lui dis, est-ce qu'on peut se voir? Et c'est là que je lui fais part de plein d'idées et je lui demande, est-ce qu'il veut collaborer avec moi? Et on a dit, écoute, on va essayer, qui ne risque rien à rien. On a dit, on va faire une année. Et de cette année-là, on a fait quelques présentations ensemble et tout. Et on a vu que ça a cliqué. Et c'est depuis lors, écoute, je suis avec Amidou. Et puis, d'année en année, on dit, bon, on va pousser encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et c'est comme ça. Dans un champ. J'ai rencontré Nancy dans un champ. Quand elle m'a appelé la première fois qu'elle est venue, elle est venue, elle m'a rejoint directement au champ. Et puis, effectivement, je me souviens que c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, non, moi, ce que je veux, là, c'est que, tu sais, moi, je fais mes produits, je les transforme, mais je veux savoir où est-ce qu'ils sont faits, d'où est-ce qu'ils viennent. Je veux pouvoir m'assurer de la production de légumes pour les transformer moi-même. C'était ça le début de l'aventure ensemble.
sais pas si elle savait qu'elle allait se retrouver dans le champ à planter et puis, et puis à repiquer. Mais tout de suite, ça a cliqué. Et puis, effectivement, je pense qu'on est vraiment complémentaires dans la mission qu'on se donne, c'est-à-dire produire des légumes d'origine africaine pour pouvoir faire goûter aux gens de la cuisine africaine afro-descendante ou des îles. Est-ce qu'il y a des légumes ou des plantes que vous avez, que tu avais décidé d'incorporer dans tes produits qui n'ont pas fonctionné au champ? Est-ce que ça l'arrive, ça, des fois? Qui sont plus difficiles, là, qui fonctionnent moins bien dans le climat québécois? Je n'étais pas arrivée à cette étape. On n'avait pas plus par rapport peut-être, moins par rapport peut-être au piment, mais non, à date, c'est pas arrivé. Et puis, c'est sûr que cette année, bon, on a d'autres choses que je veux mettre en tête, qu'on veut essayer. Et c'est cette année disons pour l'été prochain, qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y en est. Oui, c'est vrai. Disons que les difficultés éventuelles qu'il y a pu avoir sur certains rendements sont des difficultés liées à la saison que tous les agriculteurs ces années-là ont connues. Donc, c'est ça. Mais ouais, dans certaines idées, on veut aller vers elle me fait découvrir certains légumes de chez elle et puis que j'ai hâte de pouvoir essayer de produire pour elle. Puis, en fait, quand vous testez une nouvelle plante, c'est quoi, comment ça fonctionne? Est-ce que, premièrement, est-ce que c'est facile de trouver les semences? Est-ce que vous commencez avec une plus petite quantité? Comment vous faites quand vous essayez d'incorporer une nouvelle plante au champ ou dans les produits? Ah, moi, je pars de Nancy, toujours. Je veux dire, quand je travaille avec Nancy, c'est elle qui va préparer le plat, la sauce ou la recette après. Donc, je pars d'abord de sa recette de base et puis ben, j'essaie de voir c'est quoi les légumes qui entrent là-dedans. Et puis, ben oui, c'est dur de se procurer les semences. Oui, la friture elle peut être délicate, mais ici au Québec, il y a quand même une assez grande tradition d'immigration haïtienne. Il y a des gens qui sont dans des jardins communautaires. Tu peux trouver, à partir du moment où ton réseau est établi, là, tu dis que tu cherches l'alo, tu as des chances de tomber sur le gars qui fait l'alo depuis 10 ans et puis qu'en fait, il le fait pour lui tout seul parce qu'il y a juste lui qui en mange et personne ne vient en achète. Oui, c'est toujours un jeu de pistes. Moi, je pars toujours c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir Nancy qui sait ce qu'elle veut faire avec. Puis moi, après, je m'arrange pour trouver le moyen de le cultiver. Très intéressant. Super. Et puis, en fait, c'est ça. En fait, là, il y a quelques années, tu t'es mis à aller au champ. Parce qu'en fait, je pense qu'on serait comme rendu à notre prochaine partie de présentation, là. Okay. Amidou? Oui, elle s'est mise à aller au champ. Au début, elle venait pour voir ses bébés. Comme vous entendez, Nancy dit tout le temps ses bébés, ce sont ses plants. Les mères, elle les aime, elle les regarde, elle les adore. Ça fait plaisir à l'agriculteur de voir ça dans les yeux. Mais oui, elle a commencé à aller au champ. Puis c'était pour la récolte, c'était pour aider, c'était en regardant. Puis cette année, moi, avec le contexte du COVID, mais déjà, j'avais l'idée depuis quelques années de voir comment former des personnes à produire ces légumes-là. Quand cette année, j'ai décidé d'essayer d'avoir quelques familles dans le champ pour pouvoir, en échange de cet apprentissage-là, de venir au champ et puis de venir m'aider de manière régulière. Nancy est la première qui s'est portée volontaire. D'autres familles ont suivi par la suite. Mais clairement, ça a été la plus assidue. Et j'ai vraiment vu la marge de progression, hein, la manière dont elle posait les bonnes questions, la manière dont elle a appris. Et puis, elle a plein de vidéos étape par étape, par quoi on commence quand on veut faire un champ, de préparation du sol à la fertilisation, au semis proprement dit. Et puis, je suis toujours
pas surpris, mais toujours content maintenant d'être avec Nancy au champ et puis d'entendre ses remarques judicieuses sur peut-être cela. L'année prochaine, on devrait en planter un peu plus serré parce que je vois qu'il y a de l'espace entre les deux plans là, et puis elle a totalement raison. Et puis, ben, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est d'accompagner quelqu'un à être autonome. Je ne vais pas répéter la fameuse maxime, au lieu d'apprendre à quelqu'un, de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Mais c'est ça qu'on essaie de faire, c'est vraiment que en conditions de champ, les personnes puissent venir et se poser les vraies questions dans la vraie nature, dans le vrai climat, dans les vrais gels tardifs, dans les vraies canicules d'été. Et c'est dans ce cadre-là que ensuite, à l'expérience qu'on a fait avec Nancy et les familles qui sont venues avec nous en 2020, on lance en 2021 un programme de mentorat qui permettrait à des personnes, on vise vraiment des gens qui soit veulent carrément faire une reconversion, donc aller vers la production de légumes, soit africains, soit de légumes un peu plus conventionnels. L'horticulture, une fois que tu l'as appris, ça marche partout. Mais aussi, quand j'expliquais au départ, quand j'ai eu besoin de faire pousser des légumes, je suis allé chercher une formation en horticulture. Quand j'ai voulu partir en entreprise, je suis allé chercher une formation en entreprise. S'il y a des personnes qui éventuellement, soit dans leur projet futur, complètement c'est dans l'horticulture, ou alors ils ont des projets d'entreprise comme Nancy qui produit des choses à base de légumes, mais de venir apprendre cet aspect-là de la production horticole, ça permet soit toi personnellement de pouvoir avoir ta production horticole, mais ou alors de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans ton champ, de pouvoir présider et puis contrôler et puis vérifier que les choses qui sont en train de se passer, les étapes de production qui sont en train de se passer dans ton champ, elles sont correctes. Dans la horticulture, on s'est rendu compte maintenant qu'on a besoin de plus de main-d'œuvre et d'employés, et puis d'être nous un peu moins dans le day-to-day, dans le champ, mais d'être plus au niveau de la supervision. Et qu'on aimerait offrir la chance à des personnes de pouvoir venir acquérir cette base-là qui leur permettrait de réussir ce qu'ils veulent faire en horticulture. Donc, le programme de mentorat, c'est quelque chose que nous, on voudrait faire comme quelque chose au printemps qui commencera en serre, de partir des semis, du choix de terreau, du choix de pots, du calendrier de production qui, des fois, justement, sont plus délicats pour des légumes ethniques parce que, des fois, il n'y a pas d'information. Ensuite, une deuxième partie qui serait plus au champ, comme je parlais tantôt, la préparation du sol, le choix des planches, comment est-ce qu'on amende son sol, comment est-ce qu'on met son compost, qu'est-ce qu'on choisit pour mettre là-dedans, comment et quand est-ce qu'on plante ou qu'on sème directement ou qu'on transplante. Et la troisième partie de mentorat qui, elle, nous amènerait plus vers la partie qui est récolte, entretien du champ. Une fois que les légumes sont plantés et puis commencent à être bien, entretien du champ, les récoltes, la mise en condition et la mise en marché. Les personnes participeraient avec nous 2 fois par semaine à l'un de ces 3 modules et au terme de cette expérience, seraient beaucoup plus aguerris pour pouvoir se lancer. Et donc voilà, sur cette diapositive-là, on vous donne toutes les informations par rapport à où trouver les produits de Nancy. Nous, on est régulièrement au marché Laurier le jeudi de 15h à 19h dans notre boutique en ligne. Et puis, un peu comme Nancy disait, pour 2021, on a un certain nombre de partenariats de boutiques dans lesquels nos produits vont pouvoir être disponibles. Je tiens à rappeler que en début de saison, on va avoir les semences Amido Horticulture que vous pouvez acheter si vous voulez faire vos essais chez vous à la maison, sous les fenêtres avec les lumières. Si ça a marché, ça n'a pas bien marché. Si vous voulez en avoir d'autres, on va avoir les transplants Amido Horticulture qui, eux, rentrent à partir du mois d'avril. Donc, certains transplants seront sûrement produits par les mentorés. Et puis, après, on plante au champ et puis il va y avoir les récoltes. Vous allez pouvoir vous procurer ces légumes à des endroits et des points de chute qui vous seront communiqués au fur et à mesure que les ententes seront signées. Merci. Donc, Amidou, en fait c'est ça. Si on souhaite en apprendre plus sur la culture des légumes ethniques, est-ce que c'est ouvert à qui, en fait? C'est ouvert plus parce que
oui, il y a le volet bénévolat à Amido Horticulture, des gens qui aident, qui viennent. C'est ouvert à des personnes qui sont vraiment désireuses de s'impliquer pour un projet futur proche, idéalement. Donc, ils ont une idée de que moi, je veux faire quelque chose, moi, je veux produire des légumes comme ça. Je ne pensais pas que ça pouvait se faire ou je pensais que ça pouvait se faire, mais je ne sais pas par où commencer. Je n'ai pas envie d'aller faire 3 ans d'études dans une école qui se trouve à 2 heures de Montréal pendant 3 années. Je veux avoir le concret, je veux voir comment ça se fait, avoir une réponse à mes questions. C'est vraiment ça qu'on essaie de viser, de venir à créer une base suffisamment solide, que ce soit en horticulture, mais que ce soit aussi sur le terrain ou en serre, et enfin, qui veut savoir comment vendre ses produits, comment se fait la mise en marché, qu'est-ce que les gens ils veulent. C'est un peu ça que nous, on essaie de viser, c'est vraiment d'appuyer, parce que moi, je suis persuadé que d'abord, on n'a pas comblé le besoin. On est loin d'avoir comblé le besoin. Merci à EDEM, les gars, ils assurent, Jardin, la cour, c'est super. Mais je reçois régulièrement encore des courriels pour me dire, bah, moi, j'ai besoin de 10 kilos de ça. Parce que, bah, 10 kilos, moi, j'ai déjà, les commandes sont déjà entrées, les paniers sont remplis. Il y a de la place. Fait que plus on va être à produire et à apprendre à produire, plus on va pouvoir satisfaire cette demande-là. Et en plus, dans les communautés aussi, les gens qui veulent partir des projets communautaires dans des endroits où il y a des jeunes qui seraient, des jeunes ou moins jeunes qui seraient intéressés à produire des légumes de chez eux. J'ai fait des ateliers dans des classes, notamment à Montréal-Nord, il y a 2 ans, où tous les gamins que je montrais un ouvrage, je montrais un truc, ils savaient, non, ça c'est Kalalou, là, ils le connaissaient. T'imagines en plus, si dans leur UL, si dans leur école, si dans leur quartier, il y a quelqu'un qui est déjà proche d'eux et puis qui sert de grand frère du quartier. Je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais nous, en Afrique, là, c'est le grand frère du quartier qui est là, qui fait les choses un peu sérieuses, qui conseille les jeunes. Et si en plus, il a des habiletés horticoles, qui sait faire pousser ces légumes-là, je pense que ça peut donner des projets sky the limit. Vraiment intéressant, merci. Et donc, vous deux, dans 5 ans, ça serait quoi un rêve pour vos entreprises? Ben, pour ma part, dans 5 ans, je vois nos produits à l'international et aussi développer au niveau de le volet, comme on dit, le volet académie, Amido Academy, pour pouvoir avoir, que ça soit accessible, justement, à un grand nombre de gens, de pouvoir cultiver et savoir, au moins avoir la base de cultiver leurs produits ethniques. Parce que, comme Amido il a dit, moi, ça a été... c'est une année que j'ai adorée cet été parce que j'ai autant de l'okra chez moi, puis je l'ai dans le champ, fait que ça me permet de faire des comparaisons et de dire où je l'ai mis chez moi, ben je pense qu'il manque un petit peu plus de soleil ou quoi que ce soit, et en même temps une fierté de voir que je fais pousser quelque chose que je connais de chez moi. Merci. Et puis, si on voulait, en fait, c'est ça, je pense qu'on voulait peut-être inviter les gens à Midou à venir. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Nous, d'abord, on invite les gens qui seraient intéressés par le programme de mentorat dont on a parlé, évidemment, de nous contacter. Notre adresse courriel va s'afficher, c'est amido@gmail.com. On aimerait qu'ils nous parlent un peu de leur projet, un peu pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés à faire pousser ces légumes-là. On va compiler toutes ces informations et puis on va contacter les gens. Mais dans l'immédiat, tout de suite, pour les personnes qui seraient intéressées, déjà à voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça ressemble le travail au champ, à quoi ça ressemble les légumes qu'on produit, on est en train d'organiser une journée pour le dimanche 19 septembre. On a mis un questionnaire. Je vais le mettre tantôt sur Facebook et puis on va vous présenter le lien aussi, pour que les gens puissent répondre, avoir une idée de leurs attentes pour pouvoir au mieux organiser cette journée-là. Et puis, pour que les gens viennent découvrir qu'est-ce qu'on fait. Puis, ça peut peut-être leur donner le dernier
la dernière piqûre pour s'embarquer avec nous de manière bénévole ou pour du mentorat l'année prochaine. Parce que tu cultives dans différents lieux. Oui, je cultive dans différents lieux, c'est mon casse-tête là. Mais ben, écoute, j'ai une terre, je loue des terres. Je suis vraiment content. À Montréal, c'est possible que les agriculteurs te louent des terres pour pouvoir faire tes essais. Fait que je loue des terres à l'île Bizarre, à Sylvia Trévijo, qui est propriétaire des jardins épicés. Et puis à Sainte-Ville, dans le même quadrilatère où se trouve Centropole ou là. Donc, ce qu'on fait, en fait, moi, cette année, c'est qu'il y a tout le temps une partie des terres qui est plus dédiée, justement, depuis cette année, à la formation, à l'essai. Fait que les gens qui, éventuellement, vont venir pour le programme de mentorat vont avoir eux-mêmes des petites portions de parcelles sur lesquelles eux, ils vont avoir travaillé. Donc, à faire les étapes 1, les étapes 2, les étapes 3, et puis donc, pouvoir comparer avec ce qu'il y a sur les planches à côté, et puis ben, pouvoir ça, apprendre de leurs bons coups et de leurs mauvais coups aussi. C'est pour ça aussi qu'on a 2 sites, parce qu'on a un site sur lequel, bon, cette année, on a moins de planches que prévu, mais sur lequel on veut faire la production pour un milieu horticulture, parce qu'il faut vivre de quelque chose, et puis nous, on vend des légumes ethniques dans la vie. Puis donc, en milieu horticulture, on aimerait beaucoup plus se concentrer sur l'autre champ pour permettre aux gens de venir faire leurs essais et leurs expériences. OK, puis les semis, tu peux faire dans une serre qui est où? Oui, semis, c'est pas dans. On a la chance d'avoir un espace loué dans les serres municipales de Verdun. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Le Grand Potager, qui est plus d'une douzaine d'entreprises à but lucratif, non lucratif, qui sont tous mis ensemble pour redonner vie à ce complexe de serre qui pendant plusieurs années, malheureusement, il n'y avait plus d'horticulture là-dedans. Et puis, ben, ouais, Le Grand Potager qui est en train de se positionner à Verdun, à Montréal, comme un pôle de connaissances et de transfert de connaissances en agriculture urbaine. On est content de faire partie de ce pôle-là et puis de transférer nos connaissances en horticulture et en légumes ethniques aussi. On a des groupes, on a des organismes super dynamiques et intéressants comme Semi-Urbain, Urban Seedlings, comme la Coop Cause qui fait des cours pour montrer de l'aquaponie et puis qui fait énormément de marchés publics à Verdun. C'était le fun cette année, en 2020, de faire partie d'un collectif. Avec tout ce qui s'est passé, ça nous a permis de s'épauler et puis de voir où est-ce qu'on en allait tous ensemble. Nous sommes vraiment contents d'avoir la chance de pouvoir avoir cet espace dans les serres municipales de Verdun avec Le Grand Potager. Super, merci. Merci Amidou, merci Nancy. En fait, c'est ça. Si vous avez quelque chose à rajouter, moi, j'ai adoré ma soirée avec vous. Merci. Toutes sortes de pistes à suivre. Et puis, ouais, le dimanche 19 septembre, c'est un rendez-vous pour aller aider au champ, apprendre en votre compagnie, peut-être goûter quelques légumes. Donc, voilà, je vous remercie. Et puis, je vous remercie au public d'avoir été avec nous ce soir pour ce 8e mercredi découverte. Donc, en fait, la semaine prochaine, on est de retour avec l'enclume, Christophe Hubert-Jonca, qui va nous parler d'identité du territoire. L'enclume est spécialisée en valorisation du patrimoine. Alors, ça va être une autre belle soirée. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.